C'est une nouvelle affaire de détournement de deniers publics qui éclabousse le Niger. Plusieurs fonctionnaires ont été écroués pour leur implication présumée dans une affaire de détournement de 8 milliards de francs CFA du Trésor public, confirmé par les services du procureur de la République de Niamey. Ni le nombre ni l'identité des prévenus n'ont été précisés. Pourtant, l'enquêteur principal quotidien privé de Niamey parle de 14 personnes poursuivies. Cette affaire et qui fait penser à une autre, mettant à l'époque en cause le ministère de la Défense, a été révélée par le président Mohamed Bazoum lui-même. Ce dernier avait dit avoir diligenté une inspection au Trésor pour faire la lumière sur ces détournements de fonds. Que comprendre de cette nouvelle affaire de détournement de deniers? Le Niger serait-il devenu une plaque tournante des affaires du genre? Doit-on saluer la volonté manifeste du président qui décide d'une inspection au Trésor? Des avancées dans le cadre de la lutte contre la corruption. Niger, détournement de 8 milliards de francs CFA au Trésor. Plusieurs fonctionnaires écroués, début de lutte contre l'impunité. C'est la question trame de cette émission. Place au plateau du jour. On revient juste après l'intermède. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Seydou Kaoussen Maïga. Bonjour. Bonjour, M. Johannes, M. Sissé. Vous êtes coordonnateur mondial adjoint du cadre d'action Debout Niger Debout, un cadre donc qui regroupe des mouvements et des partis politiques de l'opposition politique. Face à vous, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Seydou Kaoussen Maïga. Déjà, qu'est-ce qui, je dirais, de quoi relève cette nouvelle affaire de détournement au niveau du Trésor? Bonjour, M. Johannes. Merci à Sika TV de s'intéresser encore une fois plus à ce détournement, à ce énième détournement des deniers publics au Niger, à ce scandale financier qu'on ne le compte plus maintenant désormais au Niger depuis l'accession d'Issoufou il y a 10 ans et maintenant avec celui qui l'a remplacé. Alors, la personne qui est concernée en premier chef, selon Bazoum lui-même, c'est un certain monsieur Ibou Karadji, comme on l'appelle. Et ce monsieur était un grand militant du PNDS Tarea et qui est un agent de la présidence de la République pendant Issoufou et même récemment. Donc, ce scandale a été révélé, non pas par Bazoum en premier lieu, mais par... les gens ont découvert ça au Trésor parce qu'il y avait des imitations de signatures, de faux usages de faux qui étaient opérés par cet individu depuis l'époque d'Issoufou. Et puis finalement, cela a été révélé. Et puis bon, Bazoum ayant pris l'engagement et ayant fait la promesse d'assainir vraiment les finances publiques, était obligé de prendre cette affaire à bras le corps et a fait promesse d'aller plus loin. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'après que plusieurs ministres, dont le premier d'entre eux, le premier ministre, avait été impliqué dans cette affaire, dont aussi la femme de l'ancien président, Issoufou, et plusieurs autres ministres du gouvernement actuel. Finalement, il y a eu un recul de Bazoum qui n'a pas pu faire bouger cette machine de Tarea qui est bien huilée pour le détournement. Et finalement, il n'a pas pu tenir sa promesse et il s'est acharné sur des pauvres fonctionnaires pour dire que c'est une chaîne donc, du Trésor public qui s'est occupée et qui a été complice de ce scandale financier d'un Ibou Karadji qui est connu et même reconnu au sein du PNS Tarea, qui a distribué beaucoup de véhicules. D'ailleurs, les derniers qu'il a distribués, il les a donnés au parti PNS Tarea lui-même des V8, des véhicules qui coûtent des dizaines de millions. Il en a partagé, selon les sources, une dizaine. Et vous voyez déjà, quand on voit un agent de la présidence qui distribue des véhicules à des instances politiques, qui chaque véhicule coûte plusieurs dizaines de millions, cela devrait interpeller les gens depuis longtemps. Alors maintenant, effectivement, 16 personnes ont été interpellées, dont 14 ont été écrouées. Nous pensons que c'est
la montagne qui a accouché de la souris. Qui plus est, aujourd'hui, nous sommes le 3 août, c'est le 61e anniversaire de l'indépendance du Niger. On aurait voulu que Bazoum soit à la hauteur de ses promesses, de son discours d'investiture et poser des actes concrets qui respectent ses engagements. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà, Seydou Kaoussen Maïga. Lamine Cissé, n'y a-t-il pas au moins motif, je ne sais pas, de satisfaction? Un chef d'État qui promet de lutter contre la corruption. Aujourd'hui, une affaire qui éclate, on voit quand même quelques fonctionnaires, et notamment le plus fameux, qui serait en prison. Oui, mais la question qu'il faut se poser, c'est de savoir qui est Bazoum, qui est le président Bazoum. Le président Bazoum n'est pas un homme nouveau du tout. Donc, il est acteur du système qui est en train dont les conséquences de la gouvernance sont en train de frapper durement le peuple nigérien. OK? Alors, il est comptable, il n'est pas responsable, mais il est comptable de la gouvernance de Youssoufou. Le principal responsable, c'est le président Youssoufou, qui a été élu par le peuple pour 2 mandats. Alors, le président Bazoum serait un homme nouveau que dans le comportement. Ils seront un homme nouveau dans la rectification. Ils seront un homme nouveau que quand il va vers les aspirations des populations. Et je crois que dans ce sens-là, à mon humble avis, ce sont ces actes qu'il est en train de vouloir poser. Comme l'a dit mon co-débatteur, une machine huilée dans la corruption, une machine huilée dans le détournement des deniers publics, qui s'impose, qui pense que la politique, en fait, c'est s'enrichir sur le dos du peuple. Pendant 10 ans, ils sont suffisamment installés pour déraciner cette machine-là, pour mettre à terre cette machine-là. Ce travail ne devait pas être le travail d'un seul chef d'État. OK? Et nous savons les conditions dans lesquelles les élections se sont passées, etc. Il y a plus de 400 détenus. Il y a tellement de mécontents. Dans cette atmosphère-là, quel que soit le gage, c'est-à-dire le cap que tu es en train de donner, mais tu ne peux pas y arriver seul. Il faut qu'il y ait une autre façon de stratégie. J'en reviendrai. Mais ce que nous voyons comme ça, c'est-à-dire que ce n'est pas inédit. C'est pas inédit, d'autant plus que nous avons de la compréhension de la politique qui est tout à fait erronée. D'autant plus qu'un acteur politique est engagé dans une mission de service public. Un acteur politique, ce n'est pas lui qui est l'acteur du développement, c'est le peuple qui développe. Un acteur politique doit comprendre que c'est le peuple qui le paye. Et tous ces gens-là qu'ils ont arrêtés, pour moi, à mon humble avis, c'est pour déclencher une enquête. C'est pour déclencher une enquête. Parce qu'en fait, je ne suis pas le seul, mais tu es avec qui? La chaîne va monter. De toutes les façons, je crois qu'il faut encourager cela. Et les paroles de mon co-débatteur, je le comprends. Parce que celui qui n'a pas encore... Tu dois parcourir 1000 km, il ne peut pas parcourir 5 km et je me mets à applaudir. C'est trop tôt. C'est extrêmement trop tôt. Donc voilà, c'est les quelques mots que moi j'ai à dire pour l'instant. On va développer les restes. Oui. Seydou Kaoussen Maïga, n'y a-t-il pas au moins, je dirais, quelques motifs de satisfaction? Effectivement, quand on prend une quinzaine de personnes, 14 personnes exactement écrouées, selon vous dire tout à l'heure, n'est-ce pas que l'affaire pourrait aussi remonter à d'autres personnalités citées dans cette affaire-là? N'y a-t-il pas forcément, je dirais, de la matière pour poursuivre les enquêtes, puisque visiblement, il n'y a pas encore procès? Mais, monsieur Joanne, vous savez, nous, on est habitués maintenant à toutes les fantaisies de ce régime-là et de ce système du Pendestareya. Parce qu'en fait, là, ils sont en train d'étouffer cette affaire. En fait. Vous savez, on a déjà vu ça avec le cas du ministère de la Défense. C'était 1700 milliards de fonds qui étaient alloués à la défense, qui ont été détournés par plusieurs personnes. Et toutes ces personnes étaient des barons du Pendestareya. Le président Youssoufou a été obligé par le ministre de la Défense de l'époque qui s'appelle Youssouf Katambe, donc à
a diligenté une enquête. Et après, quand on a découvert que c'était pas une surprise en tant que telle, quand on a découvert que tous les auteurs étaient tapis dans les ministères, à la présidence, Youssouf lui-même, c'est un de ses bras droits, et ensuite, pas mal de commerçants du PNS Taraya. Alors, l'affaire a été tout simplement étouffée. Et je vous dis que personne n'a été inculpé. Mieux que ça, on a même donné le temps aux gens de répondre aux requêtes. Et le juge n'a interpellé personne. La police judiciaire a entendu les gens et ils sont répartis. Personne n'est écouré pour cette affaire-là. Maintenant, Bazoum est venu. Il a rencontré la société civile et il a promis de faire un effort dans le sens de la justice. Et voilà que M. Ibou Kouradji, qui est un agent de la présidence, qui est un mercenaire du PNDS Tarek, qui a cité plusieurs ministres et parmi eux, pas les moindres, aucun d'entre eux n'a été interpellé. Maintenant, on déplace l'affaire pour dire qu'on va mettre en prison des fonctionnaires de l'État, des pauvres personnes qui n'ont aucune attache politique, même si elles en ont, elle n'est pas solide. Ce sont elles que Bazoum a décidé de sacrifier pour laisser tranquilles ceux qui sont les vrais auteurs. Parce que on ne peut pas imaginer un seul instant que quelqu'un qui était un des collaborateurs d'Youssouf Mahamadou et de Bazoum parce qu'il était à la présidence, donc qu'il ait posé les actes sans que le directeur de cabinet, ni le président, ni ses collaborateurs ne soient au courant. On le sait et lui-même l'a dit qu'il y a eu toute une chaîne. Et M. Johannes, un voleur a été arrêté. Les biens qu'il a volés ont été distribués par-ci, par-là. Tantôt à la femme du président, du chef de l'État, tantôt à des ministres, mais c'est des receleurs. Même si on ne veut pas aller loin dans l'affaire. Et les receleurs, si on veut juste s'arrêter sur le premier niveau. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de sérieux dans cela. Tout ce qui s'est dit, c'est simplement une façon de plaire et de distraire les gens sans aller au fond de l'affaire. Parce que le problème est que, comme l'a dit mon collaborateur aussi, c'est cette machine-là, qui a 1000 km à faire et qui a fait à peine 5 km, ce n'est même pas assez, il n'a même pas commencé. Et Bazoum est issu de ce système-là. Il ne peut pas le combattre. Bazoum lui-même, hier, le 2 août, la veille de cette fête qui est aujourd'hui même, il a fait un discours suite à la fête de l'indépendance, qu'on appelle communément au Niger la fête de l'arbre. Et dans ce discours-là, à aucun instant il n'a parlé de ces scandales financiers. À aucun instant il n'a parlé de la crise politique, M. Johannes. Comment pouvez-vous comprendre, dans un pays où 2 candidats ont été aux élections, que l'un d'entre eux n'a pas encore accepté à l'heure actuelle la victoire, que quelqu'un qui se veut dire chef d'État ne puisse pas parler de crise politique et d'appeler à l'apaisement. Voilà dans quel climat nous sommes. C'est un climat de déni et de délation par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il y a certains qui ont le droit de ne pas être jugés, de détourner des fonds et d'être tranquilles chez eux. Il y a d'autres qui subissent la délation, l'embastillement et qui sont emprisonnés manu militari. Voilà le contexte. Et je pense qu'on n'a rien à saluer par rapport à ça parce que les vrais auteurs sont là et vont continuer à piller le trésor public du Niger. Alors, Seydou Kaoussed Maïga pointe des différentes affaires, notamment l'affaire de l'achat d'armement au ministère de la Défense. Il n'y avait pas eu de poursuite. Cette fois-ci, il y a des poursuites, il y a des gens écroués. Ça veut dire qu'il y a amélioration, tout au moins, la mintissée. Non, moi, je le comprends. Hein, je le comprends. Je le comprends et très aisément d'ailleurs. Hein, parce que il faut pas être euphorique. D'autant plus que le président Bazoum est issu du système. C'est pourquoi je disais tout à l'heure là que il ne peut pas, tant que lui, Youssouf, le président Bazoum, ne s'est pas engagé à libérer l'espace politique. Il ne s'est pas engagé à libérer l'espace démocratique. Il ne s'est pas engagé à être du côté du peuple. Il ne s'est pas engagé à s'entourer des forces du changement. Les forces du changement sont là. Il y a d'ailleurs plus de 500 personnes écrouées. Plus de 400 personnes écrouées. Et les leaders politiques
qui conteste sa victoire, qu'est-ce qu'il fait par rapport à ces gens-là? Parce que tu ne peux pas, dans un contexte où le pays est affaibli, il y a les djihadistes, dans un contexte où la situation politique, évidemment, il y a des gens qui ont rejoint le mangeoire, il y a des gens qui étaient dans l'opposition, et entre deux tours, ont négocié des postes. Ils n'ont pas négocié qu'est-ce qu'on peut faire de notre Niger, la manière de gouverner, mais ils ont négocié des postes. OK? Eux, ils sont là, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont se taire. Eux, ils sont venus pour des postes, pour, n'est-ce pas, se sucrer sur le dos du peuple. Mais il y a des forces qui ne sont pas encore intégrées. Je prends le cas de Amadou, par exemple. L'Oumana est une force populaire au Niger. Mais il faut intégrer toutes ces forces-là, ensemble, avec la société civile, les syndicalistes, etc. Et avoir une communication claire à l'endroit du peuple. Et prendre les organisations religieuses, c'est-à-dire que la classe religieuse, les organisations de la société civile, faire un discours parmi ces gens-là, engager le peuple dans ce combat-là. Mais tu ne peux pas être dans ton bureau. Quelque force que tu es en tant que président et que tu es issu de cette machine-là, et que cette machine-là est encore debout et n'est pas par terre. OK? Parce que la corruption a gangréné tous les secteurs. Alors, c'est ça qu'il faut qu'on interpelle un peu nos dirigeants-là. On a l'impression que ils ne sont pas des anciens spermatozoïdes et des futurs cadavres. C'est comme si cette jouissance éphémère dans la vie, là, quand ils vont dans la tombe, ils vont amener tous dans la tombe. Mais ils seront à la merci des termites. Alors, donc, il faut penser à cela. L'âme, là, l'acte qu'on a posé sur terre, là, on va le payer tôt ou tard. C'est le corps qui disparaît, c'est les actes qui... Mais l'âme, elle est là. Donc, on ne peut pas être à ce niveau de la responsabilité. Et que ce peuple-là qui travaille, qui court, qui s'essuie du matin au soir, qui travaille, qui engrange des ressources, et ces ressources-là, au lieu de distribuer ça, pour que le peuple se sente bien, vous volez ces ressources-là, vous nous demandez et puis avec une arrogance, vous venez acheter des voitures, donner les villas aux dames, etc. Mais c'est pas ça la gouvernance en réalité. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, dans ce combat-là, Bazoum a un cas de conscience terrible. Le premier cas de conscience est qu'il est comptable de la gouvernance de Youssou. Le deuxième cas de conscience est que c'est sa machine politique qui est là. Troisième cas de conscience est que il doit comprendre qu'aujourd'hui, le peuple, avec le processus électoral, la manière dont il a été élu, il est fortement contesté. Les gens ont dit que non, il n'a pas été élu. Parce que l'oubli, le pardon peut se faire, mais le pardon peut se faire dans la sincérité. Le pardon peut se faire dans son engagement qu'il a pris. Alors maintenant, il est extrêmement important de comprendre que la situation du Niger aujourd'hui est une situation qui est délétère, catastrophique. Parce que les populations sont très appauvries. Donc lui, quand il commence à lutter contre la corruption, il prend cet engagement-là, il pose des actes. Ce que je demande à mon co-débatteur, c'est vrai, c'est de critiquer et de dire... L'essentiel n'est pas fait. Il est en train d'aller vers du dilatoire. Il faut le dire. Mais il faut reconnaître aussi que l'acte qui est posé est un acte qui est sans précédent. Ça ne s'est jamais posé. Depuis 10 ans, on n'a jamais vu ça. C'est de l'impunité totale. Mais aujourd'hui, si on écroule les gens, moi je pense que devant la justice, celui qui a écroué, il va être demandé, toi là, si les accusations sont avérées, mais la chaîne va être remontée. Et quand la chaîne monte, je crois que ceux qui doivent être mis devant la haute cour de justice seront mis devant la haute cour de justice. Mais c'est quelque chose qui est déclenché. Et ce déclenchement-là, je crois qu'il faut que toutes les forces vives du pays accompagnent cela, quoi. C'est extrêmement important. Voilà. Votre analyse, elle est claire. Sédou Kaousen Maïga, quelles sont vos exigences par rapport à ce dossier-là? Est-ce que vous avez une plateforme revendicative? Si oui, de quoi est-elle constituée? Nous, M. Johannes, ce qu'on veut, on ne réfléchit pas d'un point de vue partisan. C'est vrai que nous sommes de l'opposition politique et de la société civile, mais ce sont des principes. Et les principes veulent que la justice soit équitable pour tous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Niger? Il y a une justice à double vitesse. Ça veut dire qu'il y a des Nigériens qui sont victimes d'injustice, qui sont
arrêtés, écroués sur de simples présomptions d'innocence. Et des Nigériens qui ne peuvent pas parler librement. Et des Nigériens qui ne peuvent même pas travailler simplement parce qu'ils sont de la société civile opposée ou de l'opposition politique. Simplement parce que sur les réseaux sociaux, ils donnent des points de vue divergents de ceux du régime en place et qu'ils sont dans une délation, ils subissent une délation qui fait que la police judiciaire et la police d'État, qu'on appelle la DGDSE du général Achille Koré, toujours du PNDS, interpellent ces gens et les mettent aux arrêts. Et ils ne les mettent pas aux arrêts n'importe où. Ils les accusent de terrorisme et d'atteinte à la sûreté de l'État, M. Johannes. Depuis presque, vous voyez que la liberté d'expression est un acte d'atteinte à la sécurité de l'État. Pendant ce temps, d'autres personnes pillent sans vraiment aucune sorte d'hésitation les biens publics. Et cela, le jugement prend des mois, voire des années. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure du cas du ministère de la Défense nationale. Il n'y a pas eu de suite. Il y a eu des gens qui ont été entendus. Il n'y a pas eu de suite. Ils ont été libérés. Et même maintenant, nous savons ce qui va se passer. Au bout du compte, ils vont être écroués et il y aura des jugements et ils vont être libérés parce qu'on ne pourra pas aller plus loin. Nous, ce que nous exigeons, c'est d'abord que tous les Nigériens soient égaux devant la loi, comme l'exige la Constitution du Niger. Que le statut de l'opposition et le chef du fil de l'opposition, qui est un statut institutionnel, soit reconnus et respectés. Depuis 7 ans, 8 ans, du fait que le chef du fil de l'opposition est Hamamadou Lomana, même son salaire n'est pas payé. Il a même droit à beaucoup d'autres avantages. Tout cela, parce que ce n'est pas les bonnes personnes, parce que Lomana ne répond pas à leurs exigences. Cela est tout simplement suspendu, M. Johannes. Comment voulez-vous que nous acceptons que ces gens vont faire de la justice dans ce pays-là? C'est impossible que Bazoum puisse convaincre les gens qu'il y aura de la justice parce que tout simplement, M. Ibou Karadji a été écroué et que 14 personnes sont maintenant entendues par la justice. Les bonnes personnes n'ont pas été arrêtées. Qui plus est, les preuves sont là. Pendant la campagne présidentielle passée, et même les locales, on a vu ce monsieur à travers des vidéos, il a tout dit. Hein. Il a tout dit. Même quand il fait des dons, il le dit, ce monsieur-là. Il se vantait de cela. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est un secret au Niger. C'est pour ça que nous disons que tout ce que Bazoum fera sera juste un coup d'épée dans l'eau, parce que nous savons qu'il ne pourra pas aller plus loin que l'arrestation de personnes tout simplement innocentes des fois ou présumées coupables. Mais les vraies personnes, il y a beaucoup d'autres affaires, M. Johannes. Il y en a des affaires, à part celle-là. Mais pourquoi on ne fait pas de la justice? Mais pourquoi est-ce que quand un opposant parle dans un réseau social, ce monsieur est interpellé et mis aux arrêts automatiquement? Voilà ce qui fait que nous ne pouvons pas croire à la justice de Bazoum. À ce moment même où je vous parle, il y a pas moins de 500 personnes, comme l'a dit M. Cissé, qui sont écrouées et tous, c'est parce qu'ils ont exercé un droit constitutionnel. Alors que le détournement des deniers publics n'est pas un droit. Et vous voyez, ces personnes, elles sont en prison, à Koutoukale, c'est une prison de haute sécurité qui est destinée aux terroristes, et elles n'ont pas droit de visite. Alors, dites-moi, M. Johannes, comment dans un tel pays, le dernier pays au monde qui suspend la justice, qui suspend la démocratie, comment peut-on croire à une personne qui est venue par imposture politique, qui est venue parce qu'il a simplement fraudé les élections? Nous avons voulu espérer à un certain moment, qui n'a pas espéré que Bazoum pose des vrais actes, qu'il puisse se débarrasser de Youssoufou et de sa clique, parce qu'aujourd'hui, la garde présidentielle, elle ne protège pas Bazoum. D'ailleurs, quand il se déplace, il y a quelques gardes présidentiels qui le protègent. La vraie protection, elle est basée chez Mohamed Youssouf, parce que c'est lui le vrai chef. Bazoum n'est qu'un avatar. Donc ça, on le sait, M. Johannes, mais le monde se voile la face pour ne pas regarder la réalité. Le vrai problème du Niger, c'est le PNDS, c'est un parti qui n'est pas démocratique, même dans son fonctionnement. Donc nous exigeons simplement plus de démocratie et plus de justice.
On vous aura compris, votre plateforme revendicative est claire, plus de démocratie, plus de justice. Lamine Cissé, pas de motif d'espoir pour le Niger, donc? Non, je crois que vraiment, je comprends son cri de cœur. Hein? Je comprends son cri de cœur. Ça fait très mal. Ça fait très mal de voir certaines injustices dans un pays où nous sommes tous de même père, même mère, des frères. On construit la même nation et qu'il y a une minorité de classes privilégiées qui brime la grande majorité et la justice qui doit réguler cette justice est en otage. Une justice en otage, c'est ce que nous constatons en général. Alors, le président Bazoum, il a intérêt à se dévêtir de son boubou de partisan, de son boubou de parti politique, et de porter son manteau de la République du Niger. Le manteau de la République du Niger, c'est d'être le président de la République, le président de tous les Nigériens. Être le président de tous les Nigériens ne doit pas être un slogan. Là où il y a une injustice, il n'a qu'à réparer cette justice-là. La première injustice, c'est l'injustice politique. Comme il l'a dit tout à l'heure là. C'est l'injustice politique. Il y a un parti politique, vous l'avez privé d'être candidat par des machinations. On le sait. Lui-même, il est conscient de cela. Il le sait, il n'y a pas de Nigérien qui ne sait pas que le président Amadou a été exclu par machination. Parce que tout simplement, s'il est candidat, ça va être terrible pour eux. Mais maintenant que vous avez fait tout, tu es venu président de la République, la première réparation, c'est cette injustice qu'il faut réparer. La première injustice, c'est de libérer les gens. Moi, je les considère comme des détenus politiques. Parce que comme il l'a dit, il y a des criminels en puissance qui détournent, qui privent les populations à se soigner convenablement, qui privent les populations à aller à l'école convenablement, qui privent les populations à se nourrir convenablement, qui mettent les populations dans les précarités, dans les villages. Les femmes accouchent sur les charrettes, etc. Mais ce sont-là sont des criminels en puissance. On les laisse circuler librement, se vautrer dans des villas. Ils construisent dans des villas, mais aussi tout le monde. Et on s'attaque à des innocentes personnes qui se battent pour changer le pays, qui disent nous voulons un Niger qui se développe. Vous l'arrêtez. Ceux-là sont en prison et les criminels circulent. C'est là l'injustice. C'est une injustice criante. Alors moi, ce que je conseille au président Bazoum, c'est d'abord assainir l'espace politique, de décrypter, c'est-à-dire que de faire baisser la tension drastiquement. En baissant la tension, c'est de réparer les injustices politiques et de créer une dynamique autour de lui, une dynamique populaire, une dynamique unitaire autour de lui. Il va parvenir en ce moment à vaincre, n'est-ce pas, la lutte. Il va contre la corruption. Il parviendra à mettre le Niger sur la trempe et il donnera un modèle à l'Afrique. Le modèle à l'Afrique de l'Ouest du moins, c'est de dire que on doit parler avec l'opposition parce qu'en réalité, il n'y a pas d'opposition. Vous vous dites, le Niger, je veux que ça se développe. L'autre dit, je veux que ça... Vous vous battez pour le Niger. Mais mettez-vous ensemble pour le Niger. C'est ce qui est important. Donc pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est un motif d'espoir pour moi. De voir déjà un début de bander les muscles contre la corruption. Alors, et c'est pourquoi j'ai dit il faut qu'il s'encadre suffisamment de force. Mais s'il se laisse, n'est-ce pas, au gré de son parti politique, s'il veut être partisan, n'est-ce pas, il va être noyé parce que lui-même, il a été acteur pendant ces 10 ans et il est comptable devant toutes ces conséquences que les populations sont en train de vivre aujourd'hui. Voilà. Seydou Kawsen Maïga, sur le front sécuritaire, on a l'impression qu'il y a encore des problèmes à régler. Des militaires ont été tués encore très récemment. Qu'est-ce qui pourrait être, je dirais, qu'est-ce que vous pourriez proposer concrètement pour ne serait-ce que résorber un peu la question terroriste? Mais monsieur Johannes, vous voyez que vous venez au fait. Ce que disait mon collaborateur, M. Sissi, tout à l'heure, c'est que ces gens qui détournent les biens publics, ils empêchent à des gens d'aller à l'école, à d'autres de se soigner et à d'autres d'avoir des bonnes routes. Cette conséquence de l'insécurité aujourd'hui qui grandit, c'est à cause du détournement de 1700 milliards du fonds de la défense, qui y a quelques années. Aujourd'hui, nous sommes en face de 8 milliards. Mais les conséquences de ces 8 milliards, on les verra plus tard, parce que c'est plein de fonds alloués à des infrastructures, à d'autres choses, au profit des populations qui sont détournées. Et dans 1 an ou 2 ans, on parlera des vraies conséquences sur le terrain. Effectivement, il y a 2 jours, une vingtaine de policiers et de militaires sont morts, paix à leur âme.
à Torodi, pas loin de Niamey. Et c'est simplement la conséquence de toute cette mauvaise gouvernance économique. Mais moi, j'aimerais juste, avant d'attaquer la sécurité, revenir sur une ou deux choses. Ce gouvernement est habitué au scandale financier, on l'a dit, on l'a répété. M. Boukaradji, l'affaire dont nous parlons, a cité le ministre actuel des Finances. Et pourtant, ce monsieur n'a pas été entendu. Et il y a d'autres scandales. Quand vous prenez le cas des industries extractives, il y a l'actuel ministre de la Communication, M. Mohamed Zada, qui était l'ancien directeur général de la Sopamine, la Société des bâtiments des mines du Niger, qui est aussi concerné par des scandales de à peu près 3 milliards avec une structure de microfinance qui s'appelle Tanadi, dont le DG vient d'être arrêté une deuxième fois. Alors c'est lui, ce monsieur, qui est concerné, lui aussi, M. Zada Mahamadou, par cette affaire-là. Mais il n'y aura pas de justice. On va arrêter le monsieur qui a géré ces fonds, mais on n'arrête pas celui qui lui a remis cet argent-là, M. Zada Mahamadou. Et il y a d'autres affaires comme ça. Tant que c'est pour ça qu'on dit la justice, M. Jean. C'est simple. Plus de justice, plus de démocratie. Les militaires qui sont morts ont été victimes d'une embuscade. Mais ce n'est pas la première fois. Et nous souhaitons que ce soit la dernière fois. Mais malheureusement, avec tout ce qui se passe, Bazoum n'est pas en mesure de mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité ce qu'il faut, c'est-à-dire que des fonds assainis et des moyens militaires. Aujourd'hui, M. Bazoum est appuyé à la présidence, mais les moyens militaires qui sont à la présidence pour sécuriser Issouf Mahamadou, un deuxième chef d'État, pendant le même mandat, alors ils sont plus importants que ceux dont disposent les forces de défense et de sécurité. Et vous voyez que maintenant les terroristes s'approchent de la capitale. Avant c'était Bifa, ensuite c'était Tilaberi, Tawa, ainsi de suite. Maintenant, les attaques se font tout autour de Niamey. Et nous craignons simplement que cela s'intensifie. Donc il est important, vraiment pour tous les Nigériens, de prendre conscience de ce phénomène. Que tant que la justice, tant que vraiment au niveau de tous les ministères, notamment les ministères régaliens, il n'y a pas de sérieux, c'est le peuple qui paye à travers la vie de ses soldats, à travers la vie de ses citoyens. Parce que vous voyez aujourd'hui, les civils sont tués, ils sont exécutés sommairement, les villages ne sont pas sécurisés, et tout cela est dû au seul fait que M. Bazoum n'a pas pris la peine de faire une tournée dans ces zones-là, aller voir des gens sur le terrain. Bon, vous me direz qu'ils ont peur. Et comment peut-on avoir peur de diriger un pays et de dire qu'on aime ce pays? Quand on aime ce pays, on doit simplement aller vers les populations. Et les populations, ce sont pas celles qui sont dans les grandes villes. Elles sont dans les zones d'insécurité. Elles sont à Tilaberi aussi, à la frontière malienne. Et aujourd'hui, nous avons normalement une armée aguerrie, même si Bazoum dit le contraire, que pour lui, elle sera aguerrie plus tard. On n'a pas besoin forcément de la France pour aller chez nous, à Tilaberi, à Walam et dans d'autres villages, pour aller porter un message de réconfort à ces populations et encourager le moral des troupes pour que les forces de défense et de sécurité soient vraiment à la hauteur de l'émission. Mais j'aimerais dire une chose. J'ai vraiment des preuves que les militaires nigériens sont mal lotis. C'est-à-dire que tout simplement, vous avez des militaires qui vont en mission, qui enchaînent les missions et qui ont des dettes personnelles, individuelles. C'est-à-dire qu'ils sont mal payés et ils vont risquer leur vie pour protéger la nation. Cela n'est pas normal. Pendant que le même temps, nous l'avons dit, les gens détournent les fonds qui leur sont destinés. Par rapport aux questions sécuritaires, on a l'impression que le pays est toujours pris entre plusieurs feux. Cette fois-ci, on parle de 15 soldats tués, de 7 blessés, de certains disparus. Selon vous, le Niger ne réfléchit-il pas assez au problème ou c'est une stratégie ou une solution d'ensemble qu'il faut trouver? Non, c'est dommage. C'est même très, très touchant de voir des innocents qui tombent tout le temps dans notre sous-région. C'est-à-dire que cette insécurité récurrente, c'est un frein au développement. Mais
l'économie du Niger aujourd'hui n'est pas bonne. Hein? Et puis, il faut une bonne économie pour tenir une bonne armée. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi une motivation, une cohésion sociale, une unité à l'intérieur du pays pour tenir une bonne armée. C'est pourquoi j'ai dit, ils brûlent les étapes, nos gouvernants. Moi, quand on me parle de sécurité dans un pays, mais la Chine a résisté aux envahisseurs. Et sans moins, c'est par l'engagement des populations. Parce que les populations savent que nous allons d'égale dignité défendre notre pays. Et cette motivation, cette politique politicienne qui gangrène nos pays, ce sont les actes de ces politiques politiciennes-là qui font que déjà l'armée se trouve dans une situation de corruption, l'armée se trouve dans une situation de démotivation, tous les problèmes se posent. La première sécurité, président Bazoum, c'est la cohésion nationale à l'intérieur du pays d'abord. Il faut que les politiques s'entendent et que les gens se parlent et qu'il y ait une cohésion autour de toi. Et tu verras une cohésion autour de toi, autour de l'armée, tu vaincras. Mais tant qu'il y a des camps de confrontation, des camps de division à l'intérieur du pays, vous voulez que l'armée soit performante, elle ne sera pas performante. Parce que pourquoi? Vous voyez, au sein de l'armée, il y a Pendestaria. Au sein de l'armée, il y a Lumana. Au sein de l'armée, il y a le parti de Maman Ousmane. Il y en a. Au sein de l'armée, ils sont des muets. C'est-à-dire qu'une neutralité non visible. Mais ils sont partisans aussi. L'armée est partisane. Comme la police est partisane, la gendarmerie est partisane. Donc la sécurité, c'est une chaîne. Tant que cette chaîne-là se brise quelque part, les maillots se brisent, et ça a eu des conséquences terribles. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, quand je vois dans un pays où les tiraillements politiques, la corruption, les manques de cohésion, l'injustice, mais ça a un impact direct sur la défense nationale. Parce qu'il y a une démotivation, il y a une corruption qui rampante, qui va atteindre l'armée. Et cette chaîne-là, ça permet, n'est-ce pas, à créer, n'est-ce pas, une démotivation. Et la démotivation au sein de l'armée, comme a dit mon co-débatteur, c'est extrêmement dangereux. Qui va mourir? Et surtout, vous ne dotez pas l'armée des moyens conséquents, des moyens suffisants. Ça pose énormément de problèmes. Alors donc moi, je pense que ce que je souhaiterais est que le président Bazoum comprenne que c'est pas... Parce que la France, elle est là avec tout l'armada qu'il faut. Mais ils ont pu vaincre quoi? Bon, on dirait quelque part qu'ils le font exprès. Mais le Nigeria a tout l'armada devant Boko Haram. Mais le Nigeria est un peuple foncièrement divisé. Parce qu'il y a des gens qui travaillent à ce que cette République fédérale tombe. Ils sont d'un côté de l'autre. C'est pourquoi, à l'intérieur du pays, tant qu'il n'y a pas une unité d'action, les hommes politiques ne sentent pas que c'est le Niger et s'abandonner. Donc, je conseille à Bazoum, le président Bazoum, de s'abandonner, de s'affaisser et de pouvoir créer une large coalition d'unité pour le Niger. Et il verra, il fera des résultats. Seydou Kaousen Maïga. Oui, moi, en fait, ce que j'aimerais rappeler, c'est que tout simplement, les jeunes qui sont majoritairement victimes de ce terrorisme-là, ce sont des jeunes soldats de 19 ans, de 20 ans, à peine sortis de formation militaire, qui sont envoyés sur le front. Ils sont innocents. Ils ne sont pas conscients du danger qui les guette. Parce qu'ils ne sont pas aguerris, eux, ceux-là. Mais pendant le même temps, nous avons des fonctionnaires militaires, des militaires de carrière qui ont fait les rébellions, qui ont fait les guerres qu'on a connues et qui sont capables d'être des leaders sur le terrain. C'est cela qui nous manque. En fait, ce régime-là, il recrute à coups de bras. Où sont ces militaires-là aguerris? Seydou Kaousen Maïga, où sont ces militaires-là aguerris qui ont fait les guerres et qui ont donc la stratégie pour répondre aux problèmes sécuritaires? Où sont-ils? Justement, c'est là, rejoint ce qui vient de dire M. Cissé. Ils sont répartis en 2 ou 3 groupes. Les premiers, ceux qui sont partisans du régime, ils sont dans les ministères ou dans les postes diplomatiques. Maintenant, ceux qu'on considère sont
de l'opposition et des partis qui ne sont pas avec le pouvoir, ceux-là sont soit arrêtés, soit accusés de coup d'État, soit tout simplement mis sous surveillance, résidence surveillée à Niamey ou dans les grandes villes à des postes vraiment de bureau, quoi, administratifs. C'est cela le problème. C'est-à-dire qu'on a essayé de désosser. On a désossé l'armée nigérienne. Ceux de Taraya, ceux qui sont du côté du régime, ceux-là, on les met dans des postes stratégiques, mais ils n'iront pas sur le terrain. Maintenant, les autres qu'on considère qui sont de l'opposition, ou on les accuse de coup d'État quand ils sont vraiment des militaires très aguerris, ou bien simplement, on les envoie d'ailleurs sur les théâtres d'opérations étrangers, comme au Mali ou ailleurs dans les forces des Nations Unies, les casques bleus. C'est cela le problème. On essaie vraiment de désorganiser. Maintenant, les jeunes qui sont des jeunes qui ont fait 3-4 mois de formation, dès qu'ils sortent de formation, on les envoie sur le terrain et malheureusement, ils meurent parce qu'ils n'ont aucun leader sérieux. D'après, je vous donne tout ce que j'ai dit pour que vous sachiez ce que c'est vrai. Vous ne verrez jamais un colonel tomber dans ces combats. C'est toujours des capitaines, des lieutenants et bien sûr des soldats qui tombent parce que ce sont des gens qui ont moins de 10 ans, 15 ans de carrière militaire. Voilà, qui est clair. On a l'impression aussi que visiblement il y a quand même, je dirais, un peu d'accalmie du côté de la sécurité. C'est vrai que le bilan est ce qu'il est. Il y a parfois des attaques encore, mais dans certaines zones, notamment dans la région de Difa, le calme semble revenir. Plus de 25 000 personnes ont été autorisées et réintégrées dans les villages qu'ils occupaient, notamment à Difa. Quelque part aussi, il y a des avancées. Oui, non, il faut saluer cela, parce que, enfin, l'engagement de Bazoum pour cela, ça, c'est pas discutable. L'engagement de cela pour qu'il y ait la sécurité, ça, c'est pas discutable. Il s'est engagé personnellement à le faire. Et il y a de part et d'autre des résultats que nous voyons. Mais nous sommes en train des analystes politiques, nous sommes en train de le dire, il peut réussir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas le réussir seul. Il ne peut pas réussir en portant le boubou de Pendestarea. Il peut réussir sa mission qu'en étant république. C'est pourquoi nous demandons qu'à l'intérieur du pays, qu'il y ait d'abord la cohésion, cette cohésion nationale. C'est la base fondamentale de créer. Vous savez, ces tueries-là, ça engraisse d'autres. Quand on entend on a tué 15 personnes, c'est un moyen encore d'engranger des sous pour d'autres. Donc, est-ce que c'est pas fait exprès? Est-ce que c'est pourquoi j'ai dit, il y a des gens qui sont tapés dans l'ombre, qui travaillent à ce qu'ils échouent, lui. C'est pourquoi la cohésion politique, sociale, elle est importante pour un chef d'État d'arriver à ces bouts, parce que vous aurez derrière vous le peuple et vous devenez intouchable. S'il parvient à mettre les conditions qui permettent que le peuple est debout derrière lui, mais c'est fini. Qui peut le terrasser? Personne ne peut le terrasser. Mais qu'il abandonne, il n'a qu'à laisser dans sa tête que je calcule le deuxième mandat. Non, qu'il oublie le problème de deuxième mandat là. Qu'il soit pour le peuple nigérien, pour la stabilité, pour la justice. Et il s'en va, il aura la main du peuple, il aura la main de Dieu qui va l'accompagner. Mais tant qu'il ne le fera pas, il ne va pas aller vers la rectification. Et quand il ne va pas aller dans la rectification, on le mettra au même piédestal que Youssoufou, parce que c'est eux qui ont détruit ce pays-là. Alors, c'est ça que moi je dis. Alors donc, les fondamentaux de la sécurité, le BABA, c'est très simple. Nous sommes en construction d'un État-nation. Nous n'avons pas encore d'État-nation. Hein? Nous avons des clivages ethniques, des clivages religieux, des clivages régionalistes, etc. Et ensuite, la politique vient accentuer toutes ces divisions-là. Il y a des Nigériens qui ne se sentent pas, qui sont frustrés jusqu'au moelle des os. Il y a des gens qui luttent perpétuellement contre la pauvreté. Mais ces gens-là, monnayant quelques dollars, etc., mais tu les donnes les armes, ils deviennent des révoltés. Donc il y a tous ces facteurs-là qu'il faut mettre en compte. C'est pourquoi je demande au président Bazoum de créer une dynamique nationale autour du Niger. Il peut le faire, il n'a qu'à le faire. Et maintenant, il n'y a pas à attendre, c'est maintenant, tout de suite. Avec toute l'opposition, avec toute la société civile, les syndicalistes, et que ça soit clair, son engagement soit clair dans la tête des Nigériens, il verra le peuple derrière lui. Retour de plus de 26 000 personnes dans leur localité d'origine, dans la région de Difa, Sédouka Hossein Maïga, une avancée donc, tout au moins quelque chose qu'il faut saluer. Oui, c'est-à-dire que nous avons toujours, vous savez, la région de Difa a été vraiment désertée, parce que à un moment donné, c'est même les autorités qui demandaient à ces populations de dégager. On ne sait pas pourquoi.
Ce n'est pas les terroristes qui les ont fait partir, ce sont les autorités même nationales qui les ont fait quitter. Voilà le vrai problème. Maintenant, effectivement, on constate qu'il y a un retour vers leur village d'origine. C'est salutaire, mais encore faut-il qu'ils aient une sécurité appropriée. Parce qu'il ne sert à rien de ramener des gens dans une zone que les terroristes ont occupée, dans une zone qu'ils ont finalement apprivoisée, et après s'en aller. La même opération s'est répétée vers Tillabéri, et selon nos propres sources, on sait que les militaires sont répartis, d'autres font des patrouilles dans la zone, mais les villages ne sont pas sécurisés. Vous voyez le problème, c'est-à-dire qu'on veut simplement forcer les gens à retourner pour qu'on n'ait pas à les gérer, parce qu'une fois qu'on a des populations qui sont comme des réfugiés dans leur propre pays, ça cause un problème de crédibilité politique du régime et tout le reste. Et donc tout ça, Bazoum, qui a assez de problèmes déjà de légitimité, a préféré mettre ces gens, les ramener chez eux pour qu'on n'ait pas à les gérer. Parce que rappelez-vous d'une dizaine de milliers de personnes qui sont arrivées à Tillabéri. C'est à une centaine de kilomètres de Niamey. Ils savent que beaucoup vont marcher même à pied pour arriver à Niamey. Donc ils ne voulaient pas avoir affaire à des bidonvilles qui seront créés par ces réfugiés nigériens dans le propre pays Niger. Il a préféré les ramener chez eux avec des promesses qui n'ont pas encore été tenues. C'est pas ça la solution, M. Johannes. La solution, c'est la sécurité. Effectivement, comme l'a dit mon co-débatteur, elle passe par l'apaisement du climat social et politique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, Bazoum, même hier soir, je vous dis, il a fait un discours, il est dans le déni. Il ne reconnaît même pas qu'il y a une crise politique, encore moins essayer de la résorber. Donc, nous allons continuer malheureusement à être dans le même système qui nous a gouverné pendant 10 ans, avec des gens qui vont toujours dire que tout va bien au Niger et que seulement ceux qui disent que ça ne va pas, ceux qui ne sont pas des Nigériens de bonne foi. Malheureusement, c'est ça. Et je vous dis, le problème, c'est la formation. Barkhane a beau être là, dans tous les cas, on l'a déjà dit, ils ne vont pas faire la guerre à notre place. Et Bazoum l'a dit la dernière fois qu'il était à Paris, il dit que nos armées sont incompétentes et qu'elles ne sont pas à la hauteur de la mission qu'il est là. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, déjà, il ne croit pas à sa propre armée. Alors maintenant, ça, ce qui concerne la formation, ce n'est pas ça le problème. Là, je vous dis, le problème du Niger, ce sont les officiers qui manquent. Les bons officiers ne sont pas sur le terrain. Deuxième chose, ce sont les forces aériennes de soutien. Il n'y a pas de forces aériennes de soutien. Ils le disent, mais ce n'est pas vrai. Il y a 2 hélicoptères qu'on a de combat. Ceux-là n'ont jamais bougé de Niamey. Parce que tout simplement, ce sont des hélicoptères qui ont été utilisés il y a 11 ans lors du coup d'État de Salou Choubo et que maintenant tout le monde a peur qu'ils soient déployés, qu'ils s'envolent. Et on pense qu'à chaque fois qu'ils s'envolent, c'est un coup d'État qui va avoir lieu. Et voilà pourquoi est-ce que ces hélicoptères ont été cloués au sol. Maintenant, on utilise des petits avions de reconnaissance aérienne, mais ce n'est pas ça dont on a besoin. Les terroristes, eux-mêmes, vous savez qu'au Niger, il n'y a pas de soutien aérien. C'est pour ça qu'ils viennent à moto. Vous pensez que si on faisait comme au Tchad, on les suivait avec des Mi-25 ou Mi-35, ces hélicoptères de combat, vous pensez qu'ils vont venir attaquer? Ils ne les feront pas. Mais malheureusement, on a l'impression que c'est fait exprès. Comme dit M. Sissé, c'est comme c'est fait exprès pour que les attaques soient des succès, pour qu'il y ait ce genre de problèmes et que les fonds soient toujours avec des rallonges budgétaires qui vont aller chuter dans les poches de ces ministres et autres barons du régime. C'est ça le vrai problème. Vous n'allez pas mettre un ingénieur des mines au ministère de la Défense et penser que vous allez régler le problème de la défense. C'est ça le problème. Les militaires au Niger, je vous dis, l'armée a été désarticulée, a été désossée, désorganisée, et c'est fait sciemment, c'est pas exprès. Eux, ils sont sûrs. Au niveau de la présidence, ils sont en sécurité. Ils sont en sécurité parce qu'ils ont pris les meilleurs militaires, les meilleurs matériels, ils ont mis dans cette caserne. Pour information, M. Johannes, la présidente de la République du Niger est la seule qui a des moyens de soutien aérien pour des batteries aériennes. Dites-moi, que fait une batterie anti-aérienne dans un local des appareils présidentiels? C'est ça le problème. Donc, ce n'est pas des gens sérieux. C'est pour ça que moi, j'aime mon pays, je ne peux pas aimer des gens qui n'aiment pas mon pays. Et ce régime, c'est un régime qui ne peut pas faire du bien pour le Niger. J'aimerais croire comme M. Sissé, mais ce n'est pas possible. Bazoum ne pourra pas faire mieux qu'il se. Vous êtes
très pessimiste. Lamine Cissé, par rapport à ces questions sécuritaires-là, on a l'impression que les dirigeants de la zone du Sahel ont tous le même problème et ont visiblement tous la même mauvaise approche de la question. C'est là le problème. Oui, vous savez, le problème sécuritaire, il y a le facteur endogène, mais le facteur exogène est beaucoup plus important. Quand je parle de facteurs exogènes, qui sont ceux qui ont la main, qui ont intérêt dans une dynamique géopolitique de créer des troubles dans notre zone, qui sont ceux-là? Le premier chef, c'est la France. Le deuxième, c'est l'Occident d'une manière globale. Parce qu'en fait, la géopolitique aujourd'hui, elle est très importante. Et le Mali, le Sahel, est très important dans le dispositif. Et non seulement c'est important dans le dispositif, c'est un endroit qui ressource pas mal de ressources. Depuis 1957, c'est découvert ça là. Mais actuellement, ils savent exactement tout ce qui est sous la terre là. Mais alors, excusez-moi, c'est ce qui a motivé, n'est-ce pas, à créer la partition, à vouloir coûte que coûte créer la partition du Nord Mali. Parce que c'est le Nord Mali, cette bande-là qui quitte de la Mauritanie jusqu'au Tchad, cette bande-là est exponentiellement riche. Alors, ils ont réussi à diviser le Soudan, hein. Le Soudan, ils ont réussi à la diviser. Alors, il n'y a pas de querelle intérieure malien, nigérien qui est là. C'est eux qui ont fabriqué cela. Et les conséquences, nous les savons. Nous savons ça a quitté où? Quand Kadhafi a mis plus de 60 000 milliards de dollars, 60 milliards de dollars dans un compte pour créer le Fonds monétaire africain, pour connaître la monnaie unique, il sait que la machine de la création de la monnaie unique, ils l'ont tué. C'est la cause de sa mort. Et quand le gaz est découvert, c'était Total. Kadhafi a décidé Total de ce gaz-là. La France n'était pas contente. Et les conséquences, c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Mais ils sont venus, ils ont propulsé les djihadistes. Au lieu de les désarmer, ils ont dit à l'État malien, venez négocier avec eux. Les gens qui ont des armes à main, venez négocier avec eux. C'est-à-dire que la partition du Nord était en cours. Mais maintenant, comme les forces ont compris que les populations, dans un élan de révolution mentale, savent ce qui se passe et les populations commencent à se révolter, c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, ils sont en train de mener des actions concrètes sur le terrain. L'accalmie que tu as vu comme ça là, parce qu'ils l'ont voulu, ils ont voulu que ça soit ainsi. Ok? Et donc ça c'est les facteurs exogènes, endogènes du moins. Mais les facteurs exogènes c'est nous-mêmes. Nous-mêmes ne sommes pas sérieux dans la conduite de la sécurité de nos pays parce que tout est gangréné de corruption. Le Mali a eu ce problème-là. Quand le nouveau gouvernement, avec la révolution, ils ont voulu rectifier. Mais aujourd'hui, il y a des dossiers au Mali, il y a des gens qui doivent répondre de cela. OK? Tu vas au Burkina Faso, c'est pas la même chose. Mais au Niger, c'est clair, parce que le scandale de l'armée est là, sur la table. Donc, une armée dont a besoin de financement, de dotation en carburant, de matériel, et vous détournez les sous, et vous voulez que ce soit performant. Au Nigeria, c'est pareil. Avec Buhari, il a arrêté plein de généraux. Et il a remplacé des gens parce que tout simplement l'argent est... Nous ne sommes pas sérieux nous-mêmes à l'intérieur de notre pays. Donc il faut que nous soyons assez responsables. Je rejoins un peu Coach Pogno. Souvent il nous dit la responsabilité elle est plus endogène. Je suis d'accord. Mais lui souvent il oublie les facteurs exogènes. Donc c'est pourquoi je dis le problème de la sécurité aujourd'hui, ça dépend maintenant comment Bazoum va manager ça. Comment il va manager sa stabilité intérieure, comment il va manager son armée. Et quand il parviendra à manager son armée dans la transparence et la sincérité, mais la motivation va se créer au sein des populations et au sein de l'armée, c'est clair. Monsieur Boukaoussen Maïga, le gouvernement a quand même apporté assistance alimentaire, abri moustiquaire et consort aux populations de retour dans les villages. Il y a eu un effort d'accompagnement et de suivi. Vous appelez à ce que la sécurité revienne dans ces villages-là, qu'on laisse pourquoi pas des soldats en place pour sécuriser les villageois. C'est ce que vous demandez? Oui, vous savez, les moustiquaires et tout ce que dont vous avez parlé là, c'est pas de ça dont les populations ont besoin. Vous savez, il y a un truc, une affaire dont je vais vous parler, et j'ai même la chair de poule qu'à y penser. Au mois de mars dernier, vous vous rappelez que presque 187 civils touaregs ont été massacrés dans la région de Tilia au Niger. Vous savez, le gouvernement et quelques personnalités ont envoyé
des vivres et pas mal de choses là-bas. Vous savez ce qu'une femme a dit à une des personnes? Elle lui a dit, écoutez, on n'a pas besoin de ça. Nous sommes suffisamment riches parce qu'on avait du bétail et tout ça. La seule chose dont on a besoin, c'est la sécurité et la protection. Protégez-nous. Protégez-nous, c'est tout ce dont on ne peut même pas toucher à vos vivres parce qu'on n'en a pas besoin. Nous ne sommes pas des pauvres. Vous voyez, M. Johannes, la réaction d'une femme qui était avec 2-3 orphelins qu'elle tenait dans ses bras, qui voit des sacs de riz et de mille qui sont venus exposés avec la télé et les journalistes. Elle a dit non, on n'a pas besoin de ça. La sécurité, parce qu'ils avaient presque emporté 50 000 têtes de bétail, Voilà, les terroristes dans cette région-là. Et ils ont amené vers le Mali. Et c'est ça la richesse de ces populations-là. Vous ramenez les populations de Tillabéri chez elles. Alors que cette zone-là, ce sont des populations Soaraï qui sont majoritairement aussi des pasteurs. Il faut de l'élevage aussi. Et aussi, tout leur bétail a été emporté sous les yeux des FDS, de l'armée, qui n'a pas poursuivi ces terroristes-là. Donc, en fait, le problème, ce n'est pas d'avoir un moustiquaire ou bien un peu d'eau. C'est que les terroristes ont une stratégie bien réfléchie. Ils dépouillent les populations de leurs biens. Et de sorte que même quand elles reviennent, elles ne peuvent même pas exercer leur activité. Les populations de Difa dont vous parlez, ce sont des populations Kanouris qui sont très, très spécialisées dans la culture du poivron, je crois, si je ne me trompe pas. Et malheureusement, depuis leur départ, toute cette zone s'est asséchée, donc ils auront du mal à redémarrer. C'est difficile. Ce n'est pas ça. Économiquement, ils ont été vraiment affaiblis. Et la sécurité n'est pas là. Donc mentalement, ils n'ont pas la paix intérieure parce qu'ils savent qu'à tout moment, les terroristes peuvent venir attaquer. Voilà le vrai problème, M. Johannes. La population du Niger, elles sont humbles, elles sont pauvres, mais elles sont dignes. Et ce n'est pas de l'aide alimentaire dont elles ont besoin. Elles ont besoin de sécurité et elles l'ont dit à plusieurs reprises. Les populations ont besoin de sécurité, l'ont dit à plusieurs reprises. On a aussi la question de l'inondation qui secoue le Niger chaque année. On parle de 35 morts récemment, on parle de plus de 26 000 sinistrés. Qu'est-ce qui pourrait, je dirais, aider à résoudre ce problème? Oui, je crois que tout ça, là, c'est l'assainissement. Le problème d'assainissement se pose. Et les grandes villes de nos pays sont confrontées à ces problèmes-là. Et souvent, l'argent public ne va pas là où ça doit aller, ça va dans la poche. C'est ça la corruption, la mauvaise gouvernance. C'est les conséquences. Et c'est les populations qui subissent ça. Et dans les inondations, là, tu as une fois vu le fils d'un ministre ou un ministre a été emporté par les eaux, ou bien un responsable à un niveau supérieur, sa maison a été emportée, ou bien lui-même, il a été emporté par les eaux. C'est les pauvres qui subissent. Tant que les pauvres meurent chaque inondation, bon, le reste, on gère ça, quoi. Et puis on attend la saison prochaine. C'est nous, Kausen Maïga, mot de fin. Ouais, moi, j'aimerais juste dire qu'on parle de corruption tout de suite là. Youssouf, avant qu'il finisse son mandat, ses 2 mandats, il a dit qu'il a investi 11 000 milliards au Niger. Et 11 000 milliards, malgré cela, en mars dernier, on a eu 20 enfants qui sont morts dans des classes en paillotte. C'est un petit tableau pour vous dire que les budgets de l'État n'est pas investi là où il faut. Il faut aider la population à aller à l'école avec des classes en matière définitive, à avoir la santé, à avoir de l'eau et à avoir un habitat digne de ce nom. Et c'est ça l'humanité. Avant même de parler de démocratie, de justice, je pense qu'il faut penser aux besoins fondamentaux dont ont besoin les populations. Votre appel sera sûrement entendu par les autorités compétentes. C'est un appel, un cri de cœur à plus d'humanité, à plus de démocratie, à plus de liberté. Vous êtes Seydou Kausen Maïga, coordonnateur mondial adjoint du cadre d'action Debout, Niger Debout, un cadre donc fait de partis politiques et de mouvements qui militent pour le Niger. Face à vous, Lamine Sissé, écrivain expert en communication politique. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.